Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. À la une de l'actualité de la semaine, élection, plusieurs sénateurs de la République appellent à un nouveau dialogue entre les différents acteurs politiques du pays pour éviter une catastrophe politique. Rencontre jeudi entre le Premier ministre Laurent Lamotte et 5 sénateurs proches de l'exécutif, auteur du vote des amendements à la loi électorale et l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le président Michel Martelly rappelle qu'il est prêt à réaliser les élections par tous les moyens, incluant l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho, donc même si la loi électorale amendée n'est pas votée par le Sénat. Environ 12 jours après l'évasion survenue à cette prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier, le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Franz Lerbourg, a informé que des plus de 300 prisonniers en cavale, seuls 42 ont été capturés. À date, plus de 40 personnes ont été entendues et 18 personnes sont placées en garde à vue, a indiqué Franz Lerbourg. Et puis, inauguration à Port-au-Prince d'un service ambulancier indépendant par hélicoptère baptisé Haïti Air Ambulance. Projet salué par le président de la République, Michel Martelly, et la ministre de la Santé publique. À l'étranger, l'État islamique revendique la décapitation du journaliste américain James Foley, 40 ans, porté disparu depuis novembre 2012 en Syrie. Les djihadistes menacent de tuer un autre journaliste américain pour contraindre Barack Obama à cesser les frappes en Irak. À Gaza, exécution en pleine rue vendredi dernier par le Hamas des Palestiniens accusés de collaborer avec Israël. Question pour le Hamas de venger la mort de 3 de ses dirigeants tués dans des frappes israéliennes comme promis le jeudi 21 août dernier. Voilà pour les titres, à tout de suite. Samedi, c'est Happy Weekend avec Natcom. Les gagner! Oh, la doublé. Sorti samedi pour arriver dimanche minuit, Natcom a doublé n'importe quoi charge fait. Mobile, Natcom, Decom, ou qu'à parler 2 fois plus. M'a mettez toute votre week-end ça sous net. Bon, commencer cougner. Wow! Avec Natcom, week-end nous a toujours qu'est content. Natcom, you IT, you réseau. Merci de votre fidélité à 56 minutes synthèse sur Télésignal. Le bureau du Sénat de la République se prononce en faveur de l'organisation des élections à la fin de l'année 2014, étape décisive pouvant épargner le pays d'une catastrophe politique en fait valoir. Plusieurs sénateurs qui encouragent du même coup un nouveau dialogue entre les protagonistes de la crise politique actuelle en vue de faciliter la tenue des élections dans le pays cette année. Le premier secrétaire du bureau, Steven Benoît, dit croire que seul le dialogue peut éviter Haïti de sombrer dans une nouvelle crise. Les propos du sénateur Steven Benoît au micro de Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Il y a plusieurs démarches qui sont faites pour nous joindre ou entendre un problème politique là. Nous essayons de rendre malheureusement qui échoué, nous essayons Best Western qui échoué pour certains. Qui joignent, qui content, au ministre, au conseiller, consultant dans le ministère, je ne vais pas citer non monde. Donc, bon constat qui fait, il y a un groupe parti politique qui ne reconnaît aucun accord. Nous-mêmes, au niveau du bureau, nous faisons constat. Séance difficilement faite là, nous avons des mois, nous ne pouvons pas tirer sur une séance. Le bureau a pour une initiative pour nous tendre ça, l'autre parti politique dit. Nous prenons une unième tentative pour nous faire ça si le président de la République, là, sous instigation Sénat, a rencontré 6 partis de l'opposition démocratique et de la résistance patriotique. Nous connaissons qui est, c'est Famille Lavalas, Mopod, Fusion, Contre-Peuple Haïtien pour Haïti et Unité. Donc 6 partis, nous prenons une initiative dans le bureau pour nous contacter, 6 partis politiques, pour nous contacter le président, et de fait, nous contacter le président déjà. Pour nous, si nous avons fait partie autour d'une table pour nous discuter de problèmes de gouvernance pays et de problèmes
électorale là. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé du groupe des 6 se déclare favorable à un dialogue constant entre les 3 pouvoirs de l'État, un dialogue qui doit se faire au regard du respect des principes démocratiques, a dit le parlementaire. En l'écoute. Depuis ce dialogue, nous prêts. Mais le dialogue là, supposé gagner un seul motif. Un seul boussole pour nous gagner dans le dialogue là, c'est le respect du principe de la séparation des pouvoirs, respect des normes, respect de la Constitution, respect des lois du pays. Nous pas gain pour nous venir parler de El Rancho parce que El Rancho déjà échoué. Nous pas gain pour nous dire pour nous mettre El Rancho au-dessus de la Constitution, au-dessus des lois de la nation. Depuis c'est des discussions autour de la constitutionnalité et même nous prêts pour nous chiter avec le président, premier ministre, pour nous chiter avec tout le monde. Mais nous voulons que boussole nous c'est la loi. Boussole nous c'est pas accord imbattable. Nous croyons que boussole nous c'est pas les députés sénateurs dans le palais à 2h du matin, à 3h du matin, baillons enveloppe sauter ensemble avec lui et puis après ça dans demain nous venons faire dialogue. Et puis tout ces exécutif là veulent que parlementaire ça veulent. Nous pas dans ça et nous-mêmes c'est pas ça n'a cherché. Pour bien être pays il faut un dialogue entre acteurs. Pour bien être pays il faut un dialogue permanent entre exécutif là et législatif là. Parce que c'est des co-dépositaires de la souveraineté nationale. Peuple là bail président mandat, li bail député sénateur mandat, li mandé pour continuer pour travailler ensemble, pour continuer travail, mais dans le respect. Vers une résolution de la crise préélectorale, une rencontre s'est tenue en la résidence du Premier ministre Laurent Lamotte à Paco entre le groupe des 5 sénateurs proches de l'exécutif et le chef du gouvernement. Les échanges ont porté notamment sur le vote des amendements à la loi électorale et une possible application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. À l'issue de cette rencontre, le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Bounache s'est montré très sceptique quant à la possibilité que le Sénat de la République entérine les amendements à la loi électorale. Écoutons les déclarations de Pierre-Michel Bounache au micro de Michel Depayen et Orandi Henry. Le thème c'était amendement ou article 12. Donc là, nous sommes en phase côté et il un dernier effort qu'a fait dans le niveau Sénat pour essayer de ramener les sénateurs extrémistes à la raison, mais nous de plus en plus pessimistes sur la capacité ça, donc ça fait que moi pense que le sénateur a proposé l'autre bagaille pour encourager et exécutif là et pour signer accord El Rancho pour nous aller dans l'article 12 et loi électorale. C'est pas que l'article 12 là son blanc-seing que le bail, c'est juste un cadre politique qui permet que KEP1 avance. Parce que Jean sénateur de dit hier, KEP a une possibilité pour l'avancer à 90%. Mais dernier 10%, c'est l'article 12 qui a la légitimité ça pour l'avancer. Nous déterminer pour fin année 2014 là, pour que l'élection soit faite comme ça doit. Qui sénateur qui est là? Bon, on a un groupe G5 qui a appuyé le gouvernement, c'est le sénateur G5 qui était là. Il faut dire que le sénateur du département du Sud-Est, Edwin Zeni, a pour sa part proposé en guise de l'apport personnel pour résoudre la crise préélectorale, la démission collective du groupe des 5 sénateurs qui supportent l'action gouvernementale afin de faciliter la tenue des élections et épargner le pays d'une catastrophe politique, a dit le parlementaire. Les propos de Edwin Zeni ont été recueillis par Michel Depayen et Orandi Henry. Je sais ça va arriver plus loin non que côté rivier que pas empêcher la loi électorale là dans la séance et pour ne pas arriver pas faire élection et pas souhaiter moun mourir dans le pays, pas besoin moun mourir dans le pays et il y a des gens qui c'est ça seulement fait, il y a des partis politiques qui ça seulement fait pour les caoutchouc tuer moun, caser laver moun donc et même pas souhaiter ça et je souhaite que tout le monde comprenne que ça qu'a fait dans le pays et comprenne que le pays d'Haïti sont pays liés et nous c'est petit nous obligés à aller de l'avant donc c'est pour ça que je demande 5 sénateurs qui ont le courage pour démissionner, pour bailler le gouvernement, côté pour passer pour faire l'élection. À partir du moment que les sénateurs démissionner, et même proposer 3 ans de mandat que je vais faire pays d'Haïti cadeau, je vais faire gouvernement cadeau, je vais faire pays d'Haïti cadeau pour débloquer le pays. Je dis ça que vous voulez, j'ai G5 avec. J'ai G5 avec. Ça veut dire que ça vous voulez dans G5. Premièrement, je fais à tous les 20 sénateurs qui sont dans le Sénat, même président Dera. Même président de Mandel, les 20 sénateurs. Besoin de 5 sénateurs pour me débloquer le pays.
Le sénateur Lucas Sainville, qui a pris part à cette rencontre, s'est dit favorable à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le parlementaire a dit souhaiter que l'exécutif et le législatif s'entendent en vue de permettre au CEP d'organiser les élections dans le pays à la fin de cette année. Le sénateur Lucas Sainville est au micro de Michel Depayen et de Rwandiari. Accord là, t'es bien dit. Accord là dit que si il y a un bail, si nous pas un bail qui pas arriver marché, faut une chita pour nous parler. Donc chita parler, c'est avec quelques partis politiques qui ont signé en façon pour pas gagner trop discussion, trop contestation. Mais son bail qui est discuté, son monde dit pas dans El Rancho. Mabdou que KEP ou gen là, c'est dans El Rancho il sorti. Et mabdou que gon bonne discussion qui fait, gon bonne initiative nous prend, initiative gouvernement prend, c'est dans El Rancho sorti. Donc on pense c'est ou gen droit corriger quelques petits bail qui pour corriger mais pour avancer parce que c'est catastrophe, c'est chaos toutes les fois que l'élection pas organisée dans fin d'année. Toutes les fois que dernière tentative qu'a fait là dans Sénat, il pas arrivé, m'ba pour qui ça que yo pas joué une entente, m'ba dit et tel quel article 12 d'ailleurs, mais joué une entente pour nous dire tel article qui t'a créé problème nous demander à demander non écarter et puis pour nous bailler et possibilité à KEP pour le faire élection. Je pense que tout sénateur qui soucieux de ça et qui pas non bloquer je pense que eux même yo capable appuyer ça à travers une pétition puis demander et pour KEP à faire travail. Notons que la loi électorale cadre légal dans lequel les élections ne peuvent avoir lieu est encore dans l'impasse au Sénat de la République. Le Conseil électoral provisoire avait écrit au président de la République le 11 août dernier pour l'informer de l'impossibilité du respect de l'échéance du 26 octobre pour la tenue des élections dans le pays cette année en raison de l'absence d'une loi électorale. Même si le Sénat n'arrive pas à opérer les amendements à la loi électorale, les élections pourront être réalisées moyennant l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho, a déclaré le président de la République. Michel Martelly a rappelé que l'organisation des élections est la seule façon de renouveler le personnel politique en Haïti. Le chef de l'État a appelé une nouvelle fois le Sénat de la République à entériner les amendements à la loi électorale afin de faciliter la tenue de ces joutes. Les déclarations du chef de l'État, Michel Martelly, recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Vaudia fait peut-être 149e jour depuis que la loi électorale là, dans le Parlement, dans la Chambre Sénat, donc nous avons demandé petit peuple là, parce que le sénateur et petit peuple là, m'a demandé pour penser à peuple là, qui dehors, pas dans le Parlement, qui pas de bénéfice que vous gagnez, et qui besoin que avant projet de loi que le gouvernement a voyé dans le Parlement. Par exemple, on dit une loi sous signature électronique, c'est qui ça lié? C'est pour permettre de faire business sur le computer. Vous dire le monde entier fait business sur Internet. L'on pas voulu voter loi ça, ou fait Haïti pas faire business sur Internet. Qui a sous bloqué ces jeunes oui, ces jeunes qui sur Internet, ces jeunes et cap vini, ces jeunes qui bien fait business, c'est qui pas travail, qui a sous bloqué? Ou pas bloquer Matéli. Ou bloquer jeunesse haïtienne, ou bloquer un futur belle pour Haïti. Ou bloquer opportunité pour la population. Donc nous pas jamais entrer dans la logique, jouer avec les parlementaires. Nous avons entré dans la logique et demander pour agir dans l'intérêt du peuple. Sinon, vous saisissez officiellement, Monsieur le Président? Sinon, comment sinon? Sinon, si la loi va voter, la loi va voter. Bon, je dis dans l'intérêt du peuple. Ah non, si la loi n'a pas voté, nous supposons que nous pouvons passer par tous les moyens pour nous faire l'élection. Parce que nous voulons l'élection, et inclut l'article 12 là. Une solution particulière à une situation particulière. C'est ce que préconise le député Paul-Olivier Richard, à lui qui marche dans la logique de prolongation de mandat pour des parlementaires. Ce député n'entend pas partir le deuxième lundi de janvier 2015 pour permettre à l'exécutif de diriger par arrêté. Paul-Olivier Richard. Bon, bien entendu, ça ne va pas préoccuper du tout moi-même particulièrement, parce que je connais, moi été élu pour 4 ans, je connais son mandat que je gagne, automatiquement le mandat prend fin, c'est normal pour tout parlementaire, et particulièrement député, n'oublier bagage. Mais à une situation particulière, des solutions particulières. Donc, puisque nous avons une situation que nous n'avons pas gagné l'élection, et que nous-mêmes nous souhaitons aller le deuxième lundi de janvier, mais puisque pas gagné l'élection, donc est-ce que nous avons quitté tout le temps ça, le président dirigé par décret? D'ailleurs, normalement, type de gouvernement, un gouvernement comme président et Martelly Lamotte, on ne peut pas supposer même quitter le faire une seconde à diriger par décret.
par contre qui dévaste, qui catastrophe, qui a passé administrativement, qui a passé sous pays ça, pour ta quitter monsieur ça diriger même une seconde par décret. Donc, nous-mêmes, c'est pas volonté, pas non pour nous arrêter, mais il pas bon. Tout pour le gouvernement ça t'a dirigé par décret. Akluch, lui jeune, exige l'application de la constitution haïtienne. Il ne partage pas l'idée de prolongation de mandat au cas où les élections n'auraient pas lieu en Haïti cette année. Et quel que soit le cas de figure, le mandat de l'actuelle législature prendra fin le 2e lundi du mois de janvier 2015, soutient l'élu de Dame-Marie, Akluch, lui jeune, au micro d'Ivan Saïd. Il faut que nous prolongions le mandat en dehors de sa constitution. Moi-même, baladant. Parce qu'en Haïti, ça pour faire la folle fait un jour. L'arithmétique la fait un jour. Pour le premier problème, la résoudre. Ça veut dire que l'éclair, 2e lundi de janvier, Parlement, ça a pour l'aller. Question jour pour jour, date pour date, là, on est celle Caraïbe qui a une émission comme ça. Il est extrêmement important pour que 2e lundi de janvier et que mandat député est fini, qu'on y a 6 présidents comme il pas tellement haïtien et que lui-même livré fait ça pour le faire, il l'a fait. Mais cependant que mandat député fini, il n'y a pas besoin de faire artifice. D'ailleurs, je pense que la presse, nous avons dit ça d'avance, côté que l'éclair, je ne sais pas que j'aime dans l'histoire pays, quel que soit le gouvernement qui est passé, côté que l'élection fait à temps pour que pendant le Parlement aller et puis l'autre Parlement remplacer. Tout n'est pas fait coquin, tout n'est pas fait mesdames, ils prennent posé démocrate, ça prend posé anarcho-populiste, etc. Ouais, c'est même bagarre là. 6 partis politiques de l'opposition ont renforcé leur position concernant le processus électoral. Dans une note datée du 18 août dernier, 6 partis politiques et regroupements de partis politiques de l'opposition, à savoir Famille Avalas, Mopod, Fusion, Unité, Contre-Peuple haïtien pour Haïti, estiment qu'au regard des événements de ces derniers jours, l'administration au pouvoir ne peut organiser des élections crédibles, inclusives et honnêtes dans le pays. Ces partis et regroupements de partis politiques de l'opposition disent croire que le Conseil électoral provisoire n'est pas digne de réaliser les élections. Ils continuent de réclamer un CEP au regard de l'article 289 de la Constitution, susceptible d'inspirer confiance aux partis politiques de l'opposition. Jonas Kofi est le secrétaire exécutif du parti Haïti pour Haïtiens. Il intervenait mardi à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM. Il répondait aux questions de Tamara Oyongaro. Nous sommes capables de constater depuis bien des jours, il y a cautionné toute bêtise, mais quand on est fait au niveau conseil électoral là, il y a une bêtise qui est bien claire, Madame Ourion. C'est bêtise côté que vous avez organisé, une élection, côté que vous avez organisé un examen frauduleux à travers pays pour des membres d'aide et BEC. Côté que l'examen ça était dans la rue, il était dans toute la rue, mais quand on lit même son station sœur dans la capitale là, il dit si l'examen ça était dehors, c'est Simon Georges qui mettait le dehors parce que c'est lui-même avec Simon Georges qui était l'examen. Et journée aujourd'hui, nous tendez, il y a une note qui sortit, yo a fait appel avec moun qui participé dans l'examen frauduleux ça pour al monter des bêtes, des becs avec eux. Étant donné que nous pas gagné un conseil électoral crédible, honnête, démocratique, eh bien, yo pral créer un environnement politique au niveau conseil électoral là et pour faire d'appuyant sur l'élection. Et nous-mêmes démocrates, convaincus, nous ne pas accepter bagage ça. La rumeur a circulé durant plusieurs heures jeudi sur les réseaux sociaux et même dans certains médias de la capitale. Des agents de différentes unités spécialisées de la PNH marchaient devant la résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar, seraient prêts à arrêter l'ancien président haïtien sous le coup de mandat d'amener. Du coup, les activités ont même ralenti dans certains quartiers de la commune de Tabar. Des fanatiques de Jean-Bertrand Aristide se sont mobilisés devant la demeure de leur idole pour, disent-ils, empêcher que la police l'emmène. Nos collaborateurs Ronald Desormes et Maxo Joseph étaient sur place. Suivez leur compte rendu. L'ambiance qui régnait ce jeudi vers 2h de l'après-midi devant la résidence privée de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide à Tabar ne laisse rien augurer de vrai de la rumeur persistante selon laquelle des agents de la direction centrale de la police judiciaire et d'autres unités de la PNH, dont la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants, montent la garde devant la maison de l'ex-chef de l'État et se préparent à l'arrêter. Alors que M. Aristide, inculpé pour crimes financiers et trafic illicite de drogue, fait l'objet d'un mandat d'amener décerné par le juge d'instruction Lamar Bélizaire,
Des dizaines de sympathisants du fondateur du parti, Famille Lavalas, se massent rapidement devant l'entrée principale du domicile de M. Aristide en signe de solidarité. Certains vont jusqu'à étendre des nattes devant la barrière donnant accès à la résidence de l'ancien chef de l'État. Quelques instants plus tard, des agents du corps d'intervention pour le maintien de l'ordre, CIMO, font leur apparition et se cantonnent en face du portail de la demeure d'Aristide. Les fanatiques du leader de Famille Lavalas resserrent leur rang et affirment être prêts à tout pour éviter que Jean-Bertrand Aristide soit arrêté. Les heures passent et la nuit tombe. Les véhicules de la PNH qui ont fait le va-et-vient dans les parages toute la journée disparaissent. Jean-Bertrand Aristide est inculpé pour trafic illicite de la drogue, soustraction de deniers publics, forfaiture et concussion et blanchiment des avoirs, des faits qui lui sont reprochés au cours de sa présidence de 2001 à 2004. Le juge Lamar Bélisère, chargé d'instruire le dossier, a émis le 13 août dernier un mandat d'amener contre l'ancien président pour ne s'être pas présenté le même jour au cabinet d'instruction, conformément au mandat de comparution émis à son encontre. Les défenseurs de Jean-Bertrand Aristide ont produit une requête en récusation. Dans le milieu juridique haïtien, les avis sont partagés quant à l'exécution du mandat d'amener du juge Bélisère. Seule la Haute Cour de justice est habilitée à juger l'ancien président de la République, Jean-Bertrand Aristide. C'est la position de plusieurs parlementaires, dont le président du Sénat, Simon de Soldera. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Carlos Hercule, s'inscrit en faux contre la thèse selon laquelle seule la Haute Cour de justice est habilitée à juger l'ancien président de la République, Jean-Bertrand Aristide. La Haute Cour de justice n'est compétente que pour les hauts fonctionnaires de l'État en exercice, explique maître Carlos Hercule. Il était au micro de Ludmia Marc et d'Yvan Seïd. Bon, moi je pense que son erreur et qui était qu'on fait très longtemps. Moi-même personnellement à un certain moment, j'ai pensé que l'était valable la Haute Cour de justice était une compétence pour les anciens chefs d'État, les anciens fonctionnaires, comme ministre, secrétaire d'État, etc. Mais par la suite, recherche que je fait et vient montrer que la Haute Cour de justice est compétente seulement pour des autorités qui sont en fonction, à savoir le président de la République, les ministres, le Premier ministre, les membres du Conseil électoral permanent, le protecteur du citoyen, etc. Toutes ces personnalités-là, leur pas en fonction encore, ils viennent dépendre du tribunal de droit commun, le gagné en bagage pour poursuivre. Même si c'est ça que ils ont accompli, ils ont réalisé leur ont exercer fonction, mais c'est le code d'instruction criminelle, il a préféré la veille pour être capable de poursuivre. C'est le tribunal de droit commun. Et gagné en loi de juillet 1904, si je ne me trompe moins, qui dit clairement que pour ministre, ancien chef d'État, pour ça que vous avez commettre pendant que vous exercé fonction, pourvu que vous pas dans fonction encore, c'est le code d'instruction criminelle qui a appliqué leur poursuivre. Le juge d'instruction dirige son instruction à la lumière des indices soumis à son appréciation, explique maître Napoléon Lauture. Intervenant sur le mandat d'amener décerné par le juge Lamar Bélisère contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, l'homme de loi tient à préciser que la convention d'un juge d'instruction ne signifie pas que l'intéressé est coupable. Il doit simplement se présenter devant le juge d'instruction et répondre des faits qui lui sont reprochés. Maître Napoléon Lauture était l'invité de Tamara Oyongaro lundi à la rubrique Tendance de Télésignal. Quand l'ordre public est menacé, c'est le commissaire du gouvernement qui est là pour assurer sa défense. Maintenant, effectivement, tu as eu une crève qui t'a fait un rapport qui sorti. Maintenant, si le commissaire du gouvernement lui-même estimait que, à travers les conclusions de ce rapport, il y a matière à poursuivre, c'est normal, le service a comme dénonciation et que sur la base de ce rapport, ou bien de ces rapports, la rédigé, ça me saute dit à l'air, on est réquisitoire introductif de sens, il saisit juge d'instruction de faire ça. Bon précision pour me porter. Là, par exemple, un dossier devant le cabinet d'instruction, c'est cabinet d'instruction n'a pas cherché qui est coupable ou qui est pas coupable. Et pas ça l'a fait du tout. C'est fait qui t'a commettre là. L'a regardé. Est-ce que fait ça sont faits qui ont un caractère pénal? Et si oui, il a un caractère pénal, qui est ce monde qui t'a commettre fait? Qui indice qui t'a gagné, qui t'a laissé présumer, c'est M. Napoléon, c'est Tamara Oyongaro,
c'est un tel qui t'a participé dans la commission fait ça, qui a un caractère pénal là, soit comme auteur, soit comme co-auteur, soit comme complice. C'est-à-dire, ipso facto, il ne faut pas dire que le fait que la juridiction saisit dans question, il vise les gens qui découvert. Non, la juridiction elle-même pouvoir, c'est garder, est-ce que, à travers fait ça, et lui-même il estime que il y a tel monde pour le relais, l'a regarder, est-ce que moun ça lui-même lui participer à un titre quelconque dans la commission infraction ça. La rencontre prévue mercredi entre la commission Justice et Sécurité publique du Sénat, le directeur général de la police nationale d'Haïti et la directrice de l'administration pénitentiaire nationale sur le dossier de l'évasion spectaculaire à la prison civile de la Croix des Bouquets le 10 août dernier a été reportée. Selon le président de la commission Justice et Sécurité publique du Sénat, Pierre-Francky Exéus, le DG de la PNH, Godson Aurelius, a décommandé à la dernière minute. Suivez les explications du sénateur Pierre-Francky Exéus. À mon grand étonnement, vers 10h20 comme ça, je recevais un appel du directeur général PNH là, qui fait me connaître que est-ce que le rapport là, c'est pour aujourd'hui. Ça m'a étonné, je me demandé de dire ça. Parce que l'MD parlé avec le mercredi passé dans le téléphone, en présence de l'autre sénateur qui était là. Nous avons entendu, nous avons dit que la rencontre a fait aujourd'hui. Et nous avons déjà annoncé dans plusieurs médias dans la capitale là, que nous avons rencontré le directeur général PNH là, inspecteur général la chef et directrice prison. Et nous avons dit qu'il fait tout ça capable de venir parce que la rencontre l'a déjà mobilisé. Il a dit qu'il 2 minutes pour le après le venir. Il a dit de contacter la directrice prison, qui lui-même déjà devant l'inspection générale a répondu à une question par rapport à ça qui est passé. Donc, par contre, il m'a demandé mon report. Et puis, il peut poser un problème de question de correspondance. Tu es supposé une deuxième correspondance. À la vérité, nous n'avons pas une deuxième correspondance. Mais c'était conclu que jeudi à 11h que nous t'attendions. Donc, nous-mêmes, comme nous voulons toujours être dans la procédure de respecter le travail, nous, quand on prépare une correspondance là, pour nous voyer pour mercredi prochain encore. Le porte-parole de la police nationale d'Haïti dément les allégations faisant croire que de dangereux prisonniers colombiens écroués à la prison civile de la Croix des Bouquets se seraient évadés. Lors de l'attaque menée par des inconnus armés contre ce centre carcéral le 10 août dernier, plus d'une dizaine de jours après l'évasion survenue à cette prison de haute sécurité, Franz Lerbourg informe que des plus de 300 prisonniers en cavale, seuls 42 ont été capturés et plus de 40 personnes ont été entendues à date dans le cadre des enquêtes administratives et judiciaires ouvertes par la DCPJ. Environ 18 personnes sont placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire, indique M. Lerbourg. APENA et l'église sur le rocher entendent pour que chaque deuxième dimanche du mois, il y ait une prière qui est faite en dedans de prison. Et bien c'est justement dans le cadre de prière ça, la police, APENA d'abord et la police tout entière a pris compte que il y a une introduction d'armes qui était préalable à prière ça, côté que détenus surgissent sur les gens qui t'a pas fait prière au nombre de 20 que mettez en respect, mettez au coucher et déverrouiller toutes les portes des 4 sections déverrouillées et 327 détenus envahis et la cour prend 2-3 gardes qui étaient armés mais qui étaient en dehors de l'enceinte. Là que vous avez accès à la cour d'abord, ils ont entré dans le côté qui t'a supposé qu'il y a un entreposage armes collectives, ils prennent 2 fusils 12 lance à gaz et ils prennent 3 armes. Disons, au total, ils prennent 9 armes, 3 armes collectives et 6 armes de poing et ils partent avec. Mais il y a 2 armes qui sont retrouvées dans l'enceinte de la prison même et il y a une arme collective qui est retrouvée en dehors de la prison à toute lance à gaz. Parlons économie à ce numéro de 56 minutes synthèse. La commission finances du Sénat de la République devrait plancher mercredi sur le projet de loi de finances 2014-2015 voté par la Chambre des députés le 9 août dernier. C'est ce qu'a annoncé mardi le président de la commission, le sénateur Jocelyn Privert, dit croire que le budget ne sera pas voté par les sénateurs dans les mêmes termes que la Chambre des députés. La commission sénatoriale prévoit d'effectuer certaines désaffectations, notamment sur la question de la subvention des produits pétroliers, indique le sénateur Privert. Ces précisions au micro d'Yvan Seyid. Dès demain, mercredi, nous allons réunir en commission
pour nous élaborer méthodologie de travail. Mais une première lecture qui fait déjà à partir du rapport soumis par la Chambre des députés, et le rapport ça, pas bon nous ni assurance, ni garantie que le Sénat va le voter dans les mêmes termes. Il y a des points qui fait demander que le Sénat pour le travail sur nous. Mais certaines des affectations méritaient que pour nous retourner sur nous. Et c'est ça que je me dis que il y a deux points que nous obligés d'insister sur eux, qui est capable de guider nous dans la décision que nous avons pour nous prendre au budget. Une là-dedans, c'est la question de la suppression des subventions sur les produits pétroliers. Le texte qui était déposé, l'article 9, il mettait cette position. 40% d'ajustement du prix de la gasoline et 15% pour le diesel et 10% pour le kérosène. Donc, la Chambre des députés a voté les gens qui proposaient, nous demander à ce que le gouvernement annonce clairement et fortement sa volonté réelle d'appliquer cette décision pour nous, parce que confusion qui crée dans l'opinion publique, il faut le lever avant que nous-mêmes nous prononcions nous seuls. Présentation mercredi du deuxième bulletin dans le cadre du projet des organisations de la société civile et action des pouvoirs publics. Une initiative conjointe des organisations de la société civile haïtienne et l'Union européenne. Ce deuxième bulletin porte essentiellement sur le budget national et la réforme du système fiscal haïtien. Le directeur exécutif de l'ISC, Ronnie Desroches, dit souligner la baisse des recettes de l'État haïtien qui représente moins de 50% des ressources du budget national 2014-2015. Par ailleurs, Ronnie Desroches fait remarquer que pour l'année fiscale qui s'achève en septembre prochain, le pays a connu une réduction du déficit de la balance commerciale de 15% et une augmentation de 11,43% du nombre d'emplois dans le secteur de sous-traitance. Ronnie Desroches était au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seyit. Premier bagage que nous sommes capables de constater, c'est que les recettes de l'État qui prennent alimenter le budget, eh bien, il n'a pas même représenté la moitié des ressources. Il n'a pas représenté 50%. Deuxième bagage que nous sommes capables de signaler, c'est que par rapport à l'année prochaine, donc prochain budget 14-15 là, eh bien, don yo après diminuer de 4%. Il y a quelques faits positifs que nous sommes capables de noter au cours de l'année qui a fini en septembre, l'année fiscale là. Premier bagage, c'est que gon réduction de déficit balance paiement. Balance paiement, c'est sort exporté avec sort importé. En général, nous importer beaucoup plus que nous exporter, mais année ça, l'iontigeant réduit par rapport à l'année précédente de 15%. Deuxième bagage qui est intéressant, c'est que nous avons l'autre secteur de l'économie en tout qui portait des résultats positifs, c'est le nombre d'emplois dans la sous-traitance qui augmentait de 11,4%, 11,43%, n'est-ce pas? Donc c'est deux secteurs, société à alloué, focalisés sur eux, tourisme avec sous-traitance, parce que eux-mêmes, ils ont commencé à porter des fonds. En termes de recommandations, les responsables du projet de SOCAP plaident entre autres pour une augmentation des recettes de l'État, particulièrement au niveau de l'impôt direct. En augmentant l'assiette de l'impôt sur le revenu, ils recommandent une diminution de certaines dépenses de l'État. Ils préconisent aussi une planification plus précise et plus rigoureuse, une place de choix aux entreprises nationales au niveau des contrats publics. Ronnie Desroches. 4 recommandations en ce qui concerne le budget. Gain nécessité jodia pour augmenter les ressources, les recettes de l'État. Deuxième recommandation nous fait, à part la première recommandation qui c'est augmenter les ressources, font un bon travail sérieux, solide. Deuxième, là, c'est réduire certaines dépenses. Troisième recommandation que nous fait, c'est pour nous capables d'une planification qui précise et qui rigoureuse. Là où lire par exemple les commentaires au budget, n'est-ce pas, là où lire documents annexes au budget, eh bien, une bonne parole, c'est phrase yoye. C'est-à-dire qu'on parle de que il y a un certain nombre d'initiatives qu'il apprend, etc.
ça nous t'a remis, ouais, c'est que dit nous exactement l'État qui initiative la prend. S'il fait tel investissement dans le domaine infrastructure, qui investissement que, par exemple, secteur privé à lui-même l'a fait dans le domaine ça. La commission intérieure et collectivités territoriales à la Chambre basse a rencontré jeudi le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Au menu des discussions, la question du fonds alloué aux collectivités. Le fonctionnement des mairies et la sécurité frontalière. En marge de cette rencontre, le président de la commission intérieure et collectivités à la Chambre basse a menacé d'interpeller le ministre de l'Intérieur si aucune mesure n'est prise pour corriger certaines dérives, notamment le temps de la livraison des passeports. Jean-René Lochard est au micro d'Yvan Seyid. Ministre de l'Intérieur, Réginald Delva. L'évidence avec le directeur général de l'immigration, et le directeur collectivitaire. Sur la loi de finances 2013-2014, parce qu'on connaît 1 million de boules par section communale. Or, comme ça a commencé à dépasser, personne ne va comprendre comment ça a dépassé. Et Kazek ne peut pas bénéficier à rien de lui. Et c'était objectif pour ça, avec la question immigration, ça a passé surtout avec le dominicaine, et puis sur le fonctionnement des mairies, les mairies, on connaît comment acheter les mairies, acheter les mairies. Ici, il n'y a pas de pièces pour nous soutenir un rapport sur le niveau de l'immigration. Aéroport, on bande des autres là-dedans. Magistrat qui a fait un bande des autres. Si ça ne pas corrigé, ça veut dire que je ne suis pas qu'à faire le job la place, c'est pas là. Possibilité à faire il est sous table. Si correction n'est pas faite, le ministre de l'Intérieur, qui était accompagné du directeur général du Bureau de l'immigration et de l'émigration, ainsi que du DG des collectivités territoriales, a fait savoir qu'il est en contact permanent avec les délégués de ville afin de s'enquérir du fonctionnement des mairies dans le pays. Réginald Delva promet de prendre des mesures au niveau du contrôle des frontières et du service de l'immigration. Les précisions du ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, au micro d'Yvan Seyid. Plaque métallique qui va devant agent, qui va obligatoire pour que le numéro sous plaque là corresponde à numéro soit. Donc là, le monde même le pas non monde il a qu'un numéro qui sous plaque là et il déjà indiqué qui monde qui était peut-être si condoléance quelconque pour capable d'intervenir. Réponse est très claire. C'est des corps qui allaient directement dans le trésor public. C'est-à-dire que au niveau du ministère intérieur, ce n'est pas des comptes, c'est pas des fonds calés sur le compte ministère, là, côté ministère, là, t'as gagné pour le couper, racher ou bien pour le racher, couper. Nous pas gagné ça du tout et dans la pratique non, mais ça calé sur le compte trésor public grâce à l'effort agent immigration que profiter ça lui et tout par rapport à l'effort qu'il a fait pour collecter fonds ça. Rentrer parce que c'est par rapport à quand ça nous les codes débarquement que comme ça rentrer facilement et nous des outils pour nous contrôler. Donc il y a des rapports mensuels qui recevoir et par rapport avec quand là et montant ils permettent que facilement capable de mettre tant qui rentré mais tant qui déposé sur compte trésor public là. Le Premier ministre Laurent Lamotte, à la tête d'une importante délégation composée entre autres du secrétaire d'État aux Travaux publics, Transports et Communications, Philippe Sinéas, du directeur général de l'Autorité portuaire nationale, Alix Célestin, a visité lundi les travaux d'infrastructures engagés dans le nord du pays, notamment le chantier de l'aéroport international du Cap-Haïtien et la citadelle La Ferrière. Les travaux de réhabilitation de ces infrastructures permettront de dynamiser l'économie de la région et promouvoir le tourisme qui constitue une grande source d'opportunités, a expliqué le chef du gouvernement au micro de Wendy Henry. Nous venons faire un tour de table, nous venons chita avec toute autorité locale pour nous voir qui ça va avancer. Est-ce que le goût autorité locale, est-ce que c'est représenter la population, est-ce que tout le monde ça n'a pas satisfait, nous discuter de lui pour voir comment on va avancer et nous allons passer en un ministère pour assurer nous tout que des questions pour vous faire décaisser pour que le projet qui campe pour avancer. Mais l'essentiel, c'est que le 2 octobre, nous avons une grosse date pour nous. Côté que le premier transporteur international peut atterrir sur l'aéroport international Cap-Haïtien, côté que le Nord a gagné pour la première fois un transporteur international qui vient. Et ça a permis une activité économique vraiment extraordinaire pour la ville au Cap, pour le département. Parce que tout diaspora, qui vivent Miami, qui vivent New York, qui vivent en France,
qui vivent au Canada, eh bien, capable de sortir pour un avion et atterrir directement dans le nord, dans la ville au Cap. Et ça, c'est une grosse victoire. Ce n'est pas seulement pour Michel Martelly, et pour chaque grand monde dans le nord. Et nous félicitons nous tous pour l'accueil chaleureux que nous avons gagné pour bailler. Touristes qui vont venir atterrir, qui vont venir visiter. Nous avons plus de monde qui vont visiter Citadelle, nous avons plus de monde qui vont visiter Ville au Cap, nous avons plus de monde qui vont acheter dans les magasins, nous avons plus de machines qui vont vendre, nous avons plus l'hôtel, nous avons plus de restaurants, plus de jobs à créer. Donc c'est comme ça que nous développons un pays. Le temps d'observer une nouvelle pause à ce numéro de 56 minutes synthèse. On vous retrouve tout à l'heure. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joignant dans sachet. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait un tirage là. Tirage là fait 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Merci de votre fidélité à 56 minutes synthèse, lancement mardi par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'une commission multipartite dans le cadre du dialogue entre le ministère et les syndicats d'enseignants. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Lesmi Maniga, cette commission a pour mission d'assurer le suivi des décisions prises à travers les accords déjà signé entre le ministère et la plateforme des syndicats d'enseignants. Elle aura aussi pour tâche de renforcer le système éducatif haïtien, soutient Lesmi Maniga qui était au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seyi. Son engagement et responsabilité de part et d'autre, ça ne veut pas dire que le ministère a juste dit, mais ça syndicat fait, et puis lui, il n'a pas de responsabilité. Ce n'est pas ça que dit. Le ministère vient engager, continue à engager, même les partenaires s'engagent. Donc son responsabilité mutuelle, réciproque, envers l'école haïtienne, envers les enfants haïtiens. Garantir, c'est tout le monde qui a bali dans le respect de l'engagement que apprend de manière solidaire et ensemble autour d'une table. Pour la plateforme des organisations éducatives, 3 personnes que l'organisation désignée pour intégrer table dialogue, c'est M. José Mérilien, M. Gary Lapierre, avec M. Michel Christin.
nous avons deux critères qui sont très importants pour le ministère. Et que les partenaires sont d'accord avec nous sur ça. Nous avons commencé par rendre justice à gens qui sont plus anciens capitaines. Attendez bien. Ce n'est pas nouveau monde qui fait gagner, on va commencer par monde qui plus ancien capitaine. Donc c'est pas ça que nous avons commencé. Et éventuellement, c'est évident que nous avons fait sur la base du mérite professionnel, donc par tout le monde qui est diplômé, qui qualification reconnue déjà par le ministère, avec des diplômes homologués par des institutions reconnues, pour que nous tout entrions dans le cadre de 12 mesures, pour nous intégrer graduellement, monde capitaine au fur et à mesure des plus anciens et les gens qui qualifient dans le système. Rencontre mardi entre la commission éducation du Sénat de la République et le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. La commission sénatoriale entendait notamment adresser les problèmes de fonctionnement auxquels font face les universités publiques régionales. Le président de la commission éducation du Grand Corps, le sénateur Lucas Sainville, s'est dit satisfait des échanges avec le ministre Maniga. Le parlementaire a plaidé en faveur d'une loi cadre visant à légaliser les UPR à travers le pays. Lucas Sainville a appelé les responsables de l'éducation en Haïti à garantir l'autonomie des universités publiques régionales. Le sénateur Lucas Sainville au micro d'Yvan Seyid. C'est un groupe de sénateurs qui a besoin des explications sur le fonctionnement UPR, université publique en région. Donc, je pense qu'il y a des but corridi, il y a 5 questions l'esprit fermé. Je connais depuis octobre, pas de contrat signé, pas aucun COP qui est débloqué pour eux. Il y a besoin clair sur la question ça. Et c'est la réponse à que nous avons dans le même ministre qui fait connaître que il y a 5 millions de gouttes qui sont débloqués pour chaque UPR, c'est 9 pour le moment. Et puis il y a un contrat qui signé qui vous permet de fonctionner normalement. Mais il y a une réflexion beaucoup plus approfondie qui vous faites pour qu'on ait le fonctionnement véritablement, une loi cadre pour eux et pour rendre véritablement légal. Parce que le budget pour UPR, c'est un budget d'éducation, il fond, pas même quand ils ne sont pas connus. Donc là, ça y a bonne ligne, même gens, et UEH bonne ligne, UPR, même tout, il y a bonne ligne. Pour faire Sougoa, nous discuter le tout. Ils n'ont pas fermé Sougoa, ils ont fait seulement, ils n'ont pas prendre l'autre l'école dans Sougoa. J'ai voulu te comprendre, là, ils ont dit qu'ils fermé Sougoa. C'est l'autre école qui va prendre, mais l'école qui l'a déjà, il y a pas de structuré parce qu'il y a un pile petit coquin qui fait. Il y a l'école qui a 100 personnes, 200, 300 personnes, avec complicité avec inspecteur. Il y a l'école qui va exister du tout. Donc il y a mettre l'autre, pour mettre l'autre là, donc il ne faut pas ouvrir l'autre pour le moment. Il y a seulement dit tout le monde qui a voulu à l'école qu'on y a là, il a utilisé l'école nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a affirmé avoir donné la garantie à la commission éducation du Sénat que les difficultés que confrontent les universités publiques régionales seront bientôt résolues. Nesmi Maniga a informé qu'un montant de 5 millions de gourdes est alloué à chaque UPR en vue de pallier les problèmes les plus urgents. Le ministre Maniga entend travailler avec le Parlement sur d'autres modèles d'universités publiques régionales plus efficaces pour Haïti. Concernant le programme de scolarisation gratuite et universelle, Nesmi Maniga a annoncé que le PSUGO ne compte plus intégrer de nouvelles écoles pour l'année scolaire 2014-2015. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, au micro d'Yvan Seyid. Nous avons garanti que actuellement nous faisons transfert semaine dernière qui suppose arriver dans le compte UPR ou bien pas arriver d'environ 5 millions de gouttes qui sont supposés disponibles sur compte chaque UPR. Et surtout nous prenons disposition pour que 4 UPR qui sont anciens aient plus besoin que l'autre tout pour être capable de boucler le plus tôt possible le processus pour être capable de finaliser virement pour que capable de 12 millions de prévoir dans le budget pour être capable de faire face à l'obligation. Au-delà de ça, nous discutons sur différents autres sujets. Notamment, c'est qui gens prévoit une journée de travail avec Parlement pour nous capable de continuer à réfléchir sur le modèle UPR là, qui gens capable de gagner des universités régionales dignes de ce nom. Donc nous avons une séance de travail, nous allons faire sur ça. Ensuite, il y a une loi cadre sur l'enseignement supérieur là. Nous discuter de nécessité pour une loi qui est capable de gérer la question université publique régionale, pour capable de provision légale qui permet de fonctionner de manière autonome, tant que l'UEH fonctionne. Donc voilà, c'est un peu ça de gagner. Et puis, sur GoTo, donc remplir l'intérêt du parlementaire pour être capable de qui gens nous capables de finaliser boucler le processus année ça et qui a géré une mesure qui prend qui dit qu'à partir de l'année prochaine nous allons surtout priorité focus à l'école nationale pendant que nous avons toujours un programme dans l'école privée qui est là-dedans déjà mais année ça nous dit nous pas commencer nécessairement avec l'autre école privée. À l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, un atelier de 2 jours s'est ouvert mercredi à Pétionville en vue de réfléchir sur la supervision pédagogique et l'administration scolaire en Haïti. Ce forum, placé sous le patronage du Premier ministre Laurent Lamotte,
a réuni 406 enseignants, directeurs et censeurs d'écoles venus des 10 départements géographiques du pays. À cette occasion, le chef du gouvernement a dit souhaiter que le ministère de l'Éducation nationale organise chaque année ce congrès en vue de mieux préparer les rentrées académiques. Laurent Lamotte est au micro de Michel Depayan et Wendy Henry. Eh bien, succès dépend en grande partie de nous-mêmes qui chita là. Donc ça veut dire que son équipe de leaders, nous avons 400 leaders là qui chita parce que le travail que nous avons fait, c'est un travail psychologiquement excessivement important sur la vie de Timounio et le travail tout de goumer contre l'exclusion sociale à travers le pays. Donc c'est mission ça, c'est mission essentielle ça que nous-mêmes nous voulons nous à travers le ministre de l'Éducation nationale là pour que eh bien toute mesure que nous prenons pour que premièrement nous réunir pour que nous fassions congrès annuellement tout bon vrai parce que je fais me connaître que depuis 30 ans congrès ça il pas de fête. Donc pour que nous capables de comprendre eh bien côté nous voulons aller il est important pour que le congrès ça soit fait pour qu'on échange d'idées qui fait pour que nous tendions nous tout pour que nous tendions des problèmes que nous gagnons pour que nous capables d'apporter des solutions et des ajustements de la politique publique. Et c'est ça que le ministre de l'Éducation nationale là avec support gouvernement qui gagne tout support président avec moi dans le changement que la PCI mettait dans le système. Parce que le système, il faut faire plus avec moins. Parce que nous avons plus de monde qui veut aller à l'école. Il faut que nous rénovions le lycée, il faut que nous investissions dans le directeur, il faut que nous investissions dans le professeur, il faut que nous investissions dans la formation professeur, il faut que nous continuions à créer, construire plus l'école dans le pays. Nous avons un pile de travail pour nous faire. Un tableau numérique interactif dans chaque classe. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale dans son discours. Nespi Maniga souhaite équiper toutes les écoles publiques d'un tableau blanc interactif. À la prochaine rentrée scolaire, pratique moderne, pédagogique et interactif, le tableau blanc numérique va progressivement remplacer le tableau noir. Selon le ministre de l'Éducation Nespi Maniga, ces nouvelles dispositions visent à fournir aux enseignants des ressources éducatives numériques en vue de l'amélioration des conditions d'enseignants. Suivez les propos de Nespi Maniga au micro de Michel Depayan et Wendy Henry. Dans l'objectif de la modernisation de ces infrastructures scolaires tant importantes qui demandent davantage de ressources matérielles de la part de l'État, j'annonce qu'à la rentrée, tous les lycées de la République seront équipés au moins d'un tableau numérique interactif. C'est le début graduel de toute une révolution tranquille pour moderniser le système éducatif et c'est la mission que m'a confiée le gouvernement, le Premier ministre à travers ma lettre de mission, non seulement renforcer l'accès dans les écoles, mais s'assurer que la qualité de l'éducation reste quelque chose de fondamental pour l'avenir des enfants d'Haïti. Et la seconde annonce que je fais, c'est que graduellement, progressivement, seront installés dans chaque lycée de la République un lecteur biométrique qui permettra à chaque enseignant, au moment d'entrer en salle de cours, avec son empreinte digitale, on saura à quelle heure il arrive au lycée et à quelle heure il laisse le lycée. Parlons culture à présent. À l'initiative du Centre haïtien d'appui et de promotion d'entreprises, 22 designers haïtiens représenteront Haïti du 25 au 30 août prochain au Mexique dans le cadre d'une mission d'exploration commerciale et culturelle. Cette mission de prospection se déroulera en prélude à la 3e édition de Haïti Fashion Week, prévue du 30 octobre au 2 novembre prochain. La présidente du Centre haïtien d'appui et de promotion d'entreprises, Maggie Duarcé, affirme que cette opportunité doit déboucher sur de nouvelles perspectives économiques pour la filière de la mode en Haïti. Les propos de Maggie Duarcé au micro de Michel Depayan et Jasmin Denis. Il y a quelques années, les politiques d'échange en faveur des investissements étrangers étaient quelque peu mitigées. Mais depuis, beaucoup de chemins ont été parcourus et les mentalités ont évolué vers une plus grande prise en compte des besoins en termes d'échange et d'implantation d'entreprises étrangères sur notre territoire. Dans cette perspective, la prospection des investisseurs haïtiens dans d'autres pays émergents
devient donc un enjeu majeur dans la recherche de possibilités d'investissement et tout aussi bien dans la relance économique. C'est le but de cette mission au Mexique, qui est le pays d'honneur d'Haïti Fashion Week de cette année. Des rencontres sont prévues, comme viennent de le dire Michel et Maël, avec nos homologues mexicains, dont une dizaine qui participeront à Haïti Fashion Week 2014 en octobre prochain. On visitera des responsables de boutiques et chaînes de magasins d'intrants, des représentants de la Chambre de commerce mexicaine et autres institutions telles que Pro-Mexico, Canaïbe, Canaintex et Compra Moda National. Notons que l'édition 2014 de la Haïti Fashion Week, grande fête de la mode réunissant des designers haïtiens et étrangers, est prévue à Port-au-Prince du 30 octobre au 2 novembre prochain. Cette foire de la mode est soutenue à 40% par le programme européen de soutien aux initiatives culturelles. Haïti Air Ambulance, c'est le nom d'un nouveau projet inauguré jeudi en Haïti en présence du président de la République. Il s'agit d'un service ambulancier indépendant par hélicoptère. Sa mission est de favoriser le transport des patients dont l'état critique nécessite l'intervention d'une ambulance, mais qui sont trop loin des services d'urgence adéquats et ne peuvent y être acheminés par la route. Ce projet, qui coûtera 4 millions de dollars par an, démarre avec 2 hélicoptères et est supporté par une fondation privée. Patrick Dolan, le cofondateur de Haïti Air Ambulance, au micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. Ambulance service to anyone who is in dire medical need. Nous pas jamais dire non avec un monde que nous connaissons qui a besoin de service ambulance. If we transport a patient who is able to pay, then we will ask them to pay according to their means. OK, si que nous transportons un malade que nous connaissons malade la payer, jusqu'à n'a pas avec malade parent malade ça que la payer qui ça que les gagne. The service is supported by private donations. Ce service a les mêmes liés c'est supporté par une donation privée. And also we are working with the insurance sector in Haiti with regard to a membership program and other business arrangements which will help finance the operation. Nous travaillons avec assurance service privé en Haïti jusqu'à dans le sens que pour nous voir comment que nous avons un système ça solide jusqu'à dans le fond que nous avons pour entrer. Le service d'ambulance Haïti Air Ambulance ne sera pas gratuit, a précisé la ministre de la Santé publique et de la Population. Pour Florence Duperval-Guillaume, la contribution de la population est nécessaire pour le bon fonctionnement et la réussite du dit projet. Ces propos sont recueillis par Michel Alexis et Fézé Mathieu. L'hélicoptère n'a pas refuser personne sous prétexte qu'on n'a pas payer. Donc chaque monde a obligé de faire une petite contribution. Et c'est petit qui fait une charge. Donc jusqu'à présent, ils dit nous que c'est une fondation privée qui permet nous d'arriver à mettre 2 hélicoptères en place. Donc si nous-mêmes en tant que pays, nous voulons une vision, il est tout naturel que chaque monde contribue petit pour que nous soyons capables d'ajouter progressivement plus d'hélicoptères. Deuxième bagage, vous demandez, est-ce que c'est là que l'hélicoptère a parking? Oui, réponse c'est oui, c'est là, il y a parking, pour une raison bien simple. C'est que pas oublier que moi dit son système que nous avons mis en place. Nous ne sommes pas capables de prendre un hélicoptère mettre dans chaque département. Dans le département, nous avons des véhicules, nous avons cannes, plus Croix Rouge, son système que nous avons mis en place. Mais à chaque fois, il y a une urgence qui n'est pas capable de faire des heures de temps de route et qui nécessite un transport rapide, hélicoptère là, qu'on est, et la vient chercher mon nom et la mène Port-au-Prince ou bien dans l'autre hôpital qui est plus approprié pour bas soins. De son côté, le président de la République, Michel Martelly, se dit satisfait de la mise en œuvre de ce rêve en Haïti. Le pays ambitionne d'offrir un service de santé impartial, accessible à tous. Le chef de l'État appelle à la collaboration de tout un chacun en vue de la bonne continuité de ce service qui, selon lui, permettra de sauver des vies. Les propos du chef de l'État, Michel Martelly, recueillis par Michi Alexis et Fézé Mathieu. Dans le cas, les gens qui sont blessés, les gens qui sont malades, distance, temps, qui permettre qu'on mourre ou sauver. Donc, l'hélicoptère qui a aidé à sauver. Après, vous avez des problèmes. Un problème qui gagne, par exemple, c'est que vous dites, il y a une question de déposer. Est-ce qu'on a un numéro pour aller pour l'hélicoptère à venir chercher? Il n'y a pas de comme d'aller dans le cinéma pour aller au chita là, car l'hélicoptère malade vient prendre.
Si on a le gasoline a gaspillé, n'est pas joué, besoin de service le marché, les gens qui ont besoin de perdre du temps avec le service là, donc il va jamais marcher comme ça. Donc je dis, qui j'en a marché? L'hélicoptère a commencé, c'est la première fois qu'on a dérapé, il a commencé, il a un contact avec des hôpitaux, tout l'hôpital qui est dans le service là. Pour l'hôpital là, il y a un cas urgent. Il faut nous déplacer pour aller dans l'autre hôpital, côté de avoir un soin que le besoin, parce que l'hôpital ça n'a pas un soin. Donc l'hélicoptère vient, parce que premièrement, des fois, la route n'est pas bon. Donc, on ne peut pas faire patient monter nos machines qui sont quelqu'un mourir sur route. D'autres fois, temps, il faut opérer avant 2 heures de temps. L'hélicoptère a fait une route assez longue. Une route que la machine a fait en 3 heures de temps. Au cas où il prend 3 heures de temps, mais 2 heures et demie, il a fait en 30 minutes, 35 minutes. Et pendant 35 minutes, elle commence à prendre soin depuis sur route. Donc, pour me répondre à une question, parce que je me dis trop long, oui, je me satisfait. Le rappel des titres avant de refermer ce 56 minutes synthèse élection. Plusieurs sénateurs de la République appellent à un nouveau dialogue entre les différents acteurs politiques du pays pour éviter une catastrophe politique. Rencontre jeudi entre le Premier ministre Laurent Lamotte et 5 sénateurs proches de l'exécutif autour du vote des amendements à la loi électorale et l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le président Michel Martelly rappelle qu'il est prêt à réaliser les élections par tous les moyens, incluant l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho, donc même si la loi électorale amendée n'est pas votée par le Sénat. Environ 12 jours après l'évasion survenue à cette prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier, le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Franz Lerbourg, a informé que des plus de 300 prisonniers en cavale, seuls 42 ont été capturés. À date, plus de 40 personnes ont été entendues et 18 personnes sont placées en garde à vue, a indiqué Franz Lerbourg. Et puis, inauguration à Port-au-Prince d'un service ambulancier indépendant par hélicoptère baptisé Haïti Air Ambulance. Projet salué par le président de la République, Michel Martelly, et la ministre de la Santé publique. À l'étranger, sachez que l'État islamique revendique la décapitation du journaliste américain James Foley, 40 ans, porté disparu depuis novembre 2012 en Syrie. Les djihadistes menacent de tuer un autre journaliste américain pour contraindre Barack Obama à cesser les frappes en Irak. À Gaza, exécution en pleine rue vendredi dernier par le Hamas des Palestiniens accusés de collaborer avec Israël. Question pour le Hamas de venger la mort de 3 de ses dirigeants tués dans des frappes israéliennes comme promis le jeudi 21 août dernier. Voilà qui met un terme à ce numéro de 56 minutes synthèse. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.